Chers abonnés, bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vous présente Le Léviathan de Thomas Hobbes, publié en 1651 dans une époque troublée marquée par la guerre civile en Angleterre. C'est un classique incontournable de la philosophie politique à lire absolument pour tous les juristes, où Hobbes décrit l'état de nature comme une guerre de tous contre tous, où la vie est marquée par l'insécurité. Pour échapper à cette guerre, les individus passent un contrat social, cédant leur liberté à une autorité souveraine, représentée par le Léviathan pour garantir la paix et l'ordre. En comparaison, Locke, bien plus optimiste et qu'on verra dans une autre vidéo, voit l'État comme un protecteur des droits naturels. Le Léviathan est bien plus qu'un texte historique, c'est un livre clé pour comprendre les liens entre le pouvoir, les lois et la société et cherche à répondre à une question fondamentale. Comment garantir la paix et l'ordre dans une société où les passions humaines risquent de provoquer chaos et violence? Le traité de Hobbes est un traité lent et dense de philosophie politique, théologie politique et anthropologie philosophique et divisé en 4 parties principales. Je vous laisserai un petit résumé dans la description. N'hésitez pas à le consulter, à s'abonner à la chaîne et de laisser vos impressions et commentaires car votre avis m'intéresse beaucoup. La première partie intitulée de l'homme constitue le socle de la pensée de Hobbes, car elle analyse la nature humaine pour comprendre son besoin d'un État puissant. Il développe cette partie en 5 points clés qui sont premièrement la mécanique de l'esprit. Hobbes conçoit l'être humain comme une machine où les pensées et les émotions résultent de mouvements physiques dans le corps. Cette approche matérialiste influence toute sa philosophie. Deuxièmement, les passions et les désirs. Les individus sont guidés par leurs désirs, c'est-à-dire ce qu'ils veulent obtenir, et leurs aversions, donc ce qu'ils veulent éviter. Le désir fondamental est celui de l'autoconservation, éviter la mort et rechercher ce qui assure la survie. Troisièmement, la raison et les conflits. Hobbes reconnaît que l'homme possède la raison, mais celle-ci est subordonnée aux passions. Les désirs opposés des individus mènent à des conflits car chacun cherche à maximiser ses propres intérêts. Quatrièmement, l'état de nature. Hobbes introduit ici l'idée de l'état-nature où il n'y a ni loi ni gouvernement. Dans cet état, la liberté absolue de chacun conduit à la guerre de tous contre tous, car les ressources sont limitées et les individus sont naturellement méfiants et compétitifs. Puis le dernier point clé est la peur de la mort violente. L'homme guidé par sa peur de la mort et son désir de sécurité cherche une solution pour sortir de cet état. Cette peur sera la base du contrat social. Dans cette partie, Hobbes montre que les humains, bien qu'égaux en capacité et en désir, sont incapables de vivre en paix sous une autorité commune. Il pose aussi les bases de la nécessité d'un État fort pour canaliser ses passions humaines. Mais il est critiqué d'avoir réduit l'homme à un être égoïste qui ressemble à une machine, guidé par ses désirs et ses peurs, et de négliger la capacité naturelle de l'homme de vivre en société pacifiquement et coopérativement, même sans autorité centrale. On lui reproche aussi de décrire l'état de nature comme une guerre de tous contre tous et de limiter le rôle de la raison et aussi d'exagérer le danger de l'état nature et la nécessité d'un pouvoir souverain, c'est-à-dire d'encourager le despotisme. Mais cette partie reste une analyse fascinante de la nature humaine qui relie psychologie et politique. La deuxième partie du Léviathan s'intitule « De la République » et elle explore la manière dont les individus, en raison de leur nature et de leurs passions, établissent une organisation sociale pour garantir la paix et la sécurité.
Les parties essentielles de la partie sont le contrat social, où Hobbes présente l'idée centrale du contrat social qui résulte de l'accord entre les individus pour sortir de l'état de nature. Deux idées sont abordées ici. Abandon des droits et la raison du contrat. Chaque personne consent à céder une partie de ses droits naturels, comme la liberté de se défendre, à un souverain, afin d'obtenir la protection de sa vie et de ses biens. Ce contrat est motivé par la peur de la violence et de l'instabilité, en particulier la peur de la mort violente. Le deuxième point est la souveraineté absolue. Le contrat doit instaurer un souverain absolu qui possède une autorité indivisible et inaliénable. Ce souverain, qui peut être un monarque ou une assemblée, a pour mission de garantir la sécurité en imposant des lois. Le contrat est irrévocable. Une fois accepté, les sujets ne peuvent pas le rompre ou se rebeller. Le souverain a un pouvoir total. Les lois doivent être respectées pour garantir l'ordre et la paix. Le souverain décide ce qui est juste et injuste. Au troisième point, Hobbes parle des types de souveraineté et distingue plusieurs formes possibles. Monarchique, où le souverain est un seul individu, roi ou reine, qui détient le pouvoir. Aristocratique, où le pouvoir est détenu par un groupe d'élite. Et démocratique, où le pouvoir est exercé par la majorité du peuple, bien que Hobbes soit sceptique quant à la stabilité d'une démocratie. Le quatrième point aborde le droit de la guerre et la paix. Le souverain doit avoir le pouvoir de déclaration de guerre et de maintenir la paix. Hobbes considère que l'État doit avoir le monopole de violence légitime, ce qui justifie son pouvoir absolu. La même autorité détient à la fois la législation, l'exécution des lois et le contrôle militaire, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de séparation des pouvoirs. Le dernier point clé est la religion et la politique. Hugh Hobbes soutient que la religion ne doit pas interférer avec le pouvoir souverain car elle pourrait devenir une source de conflit et de division. Le souverain doit contrôler la religion pour éviter qu'il ne perturbe l'ordre public. En conclusion, Hobbes met en place les fondements de l'État moderne en justifiant la souveraineté absolue pour garantir la sécurité et la stabilité. C'est une essence des théories modernes du droit public. Hobbes est critiqué dans cette partie de justification de l'absolutisme, ce qui est l'idée d'un seul souverain absolu, et l'incompatibilité avec les principes démocratiques car il empêche toute forme de séparation des pouvoirs et de liberté individuelle. Aussi, de l'absence de mécanisme de contrôle du souverain qui fait craindre la possibilité de tyrannie et d'abus de pouvoir, sans possibilité pour le peuple de résister. D'autres penseurs le critiquent d'incompatibilité avec le droit naturel, car les individus doivent abandonner une partie de leurs droits alors qu'ils ne doivent pas se départir de leur liberté ou de leur propriété et que l'État doit seulement être gardien de leurs droits et biens. Certains reprochent à Hobbes l'absence des valeurs universelles et le contrôle excessif de la religion par l'État et qu'il n'a pas proposé une séparation plus claire entre l'autorité politique et les croyances religieuses. La troisième partie est intitulée « De l'État chrétien ». Hobbes explore la relation entre religion et politique et cherche à intégrer la religion dans son système politique pour garantir l'ordre, tout en affirmant la suprématie du pouvoir civil sur le pouvoir religieux. On a 4 points clés. Donc le premier, c'est religion et autorité souveraine. Hobbes soutient que le souverain détient non seulement l'autorité politique, mais également l'autorité religieuse, et parle de l'État comme autorité suprême auquel on doit confier la gestion des affaires spirituelles pour éviter les conflits religieux. Et parle aussi de l'unification du pouvoir par un dualisme entre le pouvoir spirituel de l'Église catholique et le pouvoir temporel de l'État.
Le deuxième point clé est la Bible et l'autorité politique. Hobbes analyse les Écritures pour montrer qu'ils ne contredisent pas son idée d'un pouvoir souverain absolu. Il considère la religion comme instrument de paix qui doit maintenir la cohésion sociale et soutenir l'autorité du souverain. Et il insiste sur le fait que le royaume des cieux est spirituel et ne doit pas interférer avec les affaires terrestres. Et il limite la foi personnelle, car même permise, et ne doit pas contredire l'autorité publique ou causer des troubles. Le troisième point clé est critique de la papauté et des églises indépendantes. Hobbes critique l'Église catholique et le rôle politique du pape qu'il considère comme une menace pour la souveraineté des États. Il attaque aussi les églises protestantes indépendantes qui pourraient encourager des révoltes contre l'autorité établie. Le dernier point est la théologie politique de Hobbes. Il parle de salvation et politique. Hobbes relie les concepts religieux comme le salut ou l'obéissance au souverain. Désobéir au souverain, c'est désobéir à Dieu, car l'autorité politique est voulue par Dieu, et affirme que le royaume des cieux est spirituel et qu'il ne doit pas interférer avec le gouvernement terrestre. Cette partie aussi subit plusieurs critiques, comme la subordination de la religion aux politiques, le monopole du souverain sur l'interprétation des écritures bibliques, la répression des dissidences religieuses qui s'opposent à l'autorité souveraine, l'hostilité envers l'Église catholique et l'absence de séparation entre Église et État. Mais cette approche reflète le pragmatisme de Hobbes, quoiqu'elle soulève des tensions entre foi, liberté et autorité politique. La quatrième et dernière partie du Léviathan, intitulée « Le royaume des ténèbres », où Hobbes critique les institutions et doctrines religieuses et les considère comme corrompues et dangereuses pour l'ordre politique. Il s'attaque notamment à l'Église catholique et aux divisions religieuses qui, selon lui, alimentent l'instabilité et le chaos. Cette partie est divisée aussi en 5 points. Premièrement, la définition du royaume des ténèbres, qui a une origine spirituelle et politique. Le royaume ne désigne pas un lieu physique ou l'enfer, mais un système d'illusions et de superstitions entretenues par les institutions religieuses pour maintenir leur pouvoir. Hobbes affirme que ces illusions détournent les individus de la raison et du contrat social, ce qui menace la souveraineté de l'État et devient source de désordre. Deuxièmement, critique de l'Église catholique. Hobbes accuse l'Église catholique de maintenir un pouvoir terrestre en manipulant les croyances des fidèles à travers des pratiques superstitieuses telles que culte des saints, indulgence, etc. et dénonce la papauté comme une autorité étrangère qui s'ingère dans les affaires des États souverains, minant leur stabilité. Troisièmement, Hobbes parle des dangers des divisions religieuses et souligne que les conflits entre sectes religieuses, en particulier les guerres de religion, fragmentent les sociétés et sapent l'autorité du souverain. Il critique également les factions protestantes indépendantes pour leur rôle dans la désobéissance civile et les rébellions. Puis au quatrième point, qui est le rôle de la superstition, que Hobbes considère comme outil de domination utilisé par les clercs pour maintenir leur influence sur le peuple. Il oppose la foi éclairée par la raison soutenue par le souverain à la foi aveugle, superstitieuse, qu'il considère nuisible à la paix sociale. Et au cinquième point, il traite la nécessité de l'éducation et de la raison. Il insiste sur l'importance de l'éducation pour libérer les individus de l'emprise des superstitions religieuses. Et il prône un retour à une interprétation rationnelle des Écritures sous le contrôle du souverain pour éviter que la religion ne devienne une source de division. Dans cette partie, on critique Hobbes d'attaquer l'Église catholique, de réduire la religion à un outil politique, de voir l'éducation comme moyen de conditionnement des citoyens à accepter la souveraineté absolue, de rejeter toute séparation entre religion et politique et de manquer de nuances dans sa critique des institutions religieuses en utilisant un ton agressif et polémique dans cette partie.
Voilà, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. N'hésitez pas à laisser vos questions, commentaires ou suggestions pour de futurs livres. Pensez-vous à abonner, à liker la vidéo et à la partager. Et je vous dirai à bientôt sur ma chaîne. Merci.